problématique de la femme violée continue à faire parler d'elle. Les chiffres en notre possession parlent de 48 femmes violées au Congo par heure. Et aujourd'hui, vraiment dans la colère, nous allons en parler avec une personne que nous allons vous présenter tout à l'heure. Il s'agit de Maman Déborah Nkoulou, qui est présidente de AV30 et membre des femmes anti-viol. Chers amis, bonjour. Bonjour Maman Déborah. Bonjour, monsieur le journaliste. Je sens qu'on est en colère. Ah oui, je ne vous mentirai pas que effectivement je le suis. Je ne me mets pas beaucoup, je ne me mets pas souvent en colère, mais là je peux dire que oui, je suis très très en colère. Oui, mais évidemment avec les chiffres que nous apprenons, les chiffres qu'on nous communique, 48 femmes violées par heure au Congo et personne n'en parle, c'est quand même assez embêtant. Mais ici, on voudrait mettre un peu en exergue quelque chose de... Vous pouvez peut-être donner la Oui. source, peut-être pour ceux qui nous suivent. C'est l'ONU qui nous informe. Oui, c'est dans les différents rapports Voilà, de dans les l'ONU, différents voilà, rapports de qui l'ONU, donc, présentent ça ne ces vient chiffres. pas de... Oui. Voilà. Non, c'est pas du bluff, c'est voilà. voilà. Mais ici, en fait, on revient aussi sur un rapport de l'ONU parce que il y a un rapport de l'ONU qui a été publié dernièrement, la semaine passée, je pense, par Monsieur Scott Campbell, en fait. Et dans ce rapport, il est en train de mettre en exergue tout ce qui a été comme exécution sommaire de certaines de nos enfants. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait l'opération Likofi, menée à l'époque par le général Kanyama. Et lors de cette opération, il y a eu des exactions. On a tué des jeunes. Hein. Il y a au moins 41 victimes, mais il y avait 9 jeunes qui ont été exécutés de manière sommaire. Et puis il y en a d'autres qui ont disparu. Alors, ce rapport est en train d'accuser l'État congolais. Et dans ce rapport, M. Scott Campbell montre que ces exactions sont assimilées à des crimes contre l'humanité tels que le présente le statut de Rome. Voilà. Alors, ici, ce qui vous met un peu en colère, c'est la réaction du ministre congolais à l'information suite au soutien qu'a reçu M. Scott Campbell, parce que l'expulsion dont il a été victime a été condamnée au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union européenne, mais suite à cela, M. Mende a fait une déclaration qui vous perturbe. Déclaration selon laquelle le Congo ne serait pas la capitale du viol, avec les chiffres qu'on est en train de citer. Oui, vous avez très bien résumé en fait l'objet de ma colère. Hein, parce que, comme vous le dites si bien, ce n'était même pas le sujet. Hein, il s'agissait de parler ou de réagir par rapport à l'opération Likofi, qui, de toute façon, ce n'était un secret pour personne. Hein. Nous-mêmes, moi je peux vous dire, en tant que journaliste, je connais un peu le dossier sur l'opération Likofi. Je sais qu'avant, aujourd'hui on parle des Kuluna beaucoup. Je sais qu'il y a peut-être 5 mois, 6 mois de cela, on parlait des Chege plutôt. Hein. C'était oui. Plus la formule consacrée. En fait, pour moi, je vais vous dire, je fais une sorte de parenthèse. Hein, parce que l'objet de ma colère aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'opération Likofi. Mais juste pour parler un peu de cette opération Likofi-là, pour moi d'ailleurs, à mon humble avis, ce rapport de M. Campbell qui fait état de 9 exécutions, pour moi, il est sous-évalué. Il est sous-estimé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques 5-6 ans de cela, comme je vous l'ai dit, moi je sais qu'on prenait les Chege, entre guillemets, et qu'on les amenait vers Kitona, où on ne sait pas, c'était soi-disant pour des formations, on ne sait pas comment. Il y a eu beaucoup de flou hein, autour de ça. Et moi, les retours qui me sont parvenus en tant que journaliste, c'était qu'il y avait des exécutions. Et même pas seulement des Chege, soi-disant, mais des jeunes, des étudiants, des non-étudiants, des paisibles citoyens. Et ça, le gouvernement congolais, pour moi, il ne s'est jamais expliqué à propos de cette question-là. Et il devrait le faire. C'est son devoir le plus suprême. C'est de s'expliquer auprès de la population. De cette opération-là, on nous crée des opérations dont on ne sait pas, ça fait quoi, ça. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est à quel niveau donc, que Mende, c'est quel rapport qu'il y a entre finalement ce rapport et la déclaration de Mende qui touche plutôt les viols des femmes? Je reviens. Et donc, pour moi, je peux trouver normal hein, que le gouvernement, se sentant un peu acculé par la communauté internationale qui l'a critiqué vivement par rapport à l'expulsion de Campbell, je peux comprendre que le gouvernement sorte de sa réserve
pour expliquer le pourquoi de cette expulsion. Jusque-là, tout va bien. Moi, ça ne me dérange pas. Mais lorsque, dans son explication, hein, là où il annonce aussi qu'il va faire des révélations sur le fameux Campbell, M. Campbell, moi, je n'apprends rien du tout ni de compromettant, si ce n'est que M. Mende, comme d'habitude, comme à son habitude, j'ai envie de dire, il vient là pour démentir, pour apporter sa vérité à lui, que nous savons tous qu'elle ne l'est pas du tout. Alors, au lieu de se limiter à ça, je n'ai pas compris cette phrase qu'il est sortie. Pour lui, hein, c'est une certaine presse à sensation. Est-ce que vous savez nous lire exactement la déclaration de M. Mende? Ça permettra en tout cas à nos auditeurs d'avoir une idée beaucoup plus concrète. Et donc, hein, pour faire court, oui. Donc, pour lui, M. Campbell s'est allié à cette presse périphérique à sensation. Il parlait de quelle presse? Ah, il faut qu'il nous dise. Hein. Ok, allez-y. Moi, je ne sais pas, il n'a pas précisé. Il parle d'une certaine presse, lui, M. Mende, une presse à sensation. Hein. Le viol pour Mende est devenu du sensationnel, c'est ça? Donc, une presse à sensation qui a décidé de faire de la RDC la capitale mondiale du viol. Et pour lui, c'est juste une formule qu'on a volée quelque part à un dirigeant d'un pays austral qui aurait déclaré ça sur son pays. Et donc, cette presse congolaise a copié. Parce que ce n'est pas vrai. Et moi, monsieur le journaliste, moi en tant que femme, moi en tant que, comment dire, en tant que Congolaise, voyant comment, vous venez de le dire, on viole 48 femmes par heure. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas laisser M. Mende déclarer une chose comme ça. Pour moi, c'est abject. C'est inacceptable. Parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu hein, de la bouche de ce monsieur, ne fût-ce qu'une compassion. Pour dire, nous compatissons à ces femmes qui sont violées. Au contraire, il a toujours été là pour contester les chiffres. Pour contester à tout moment. Oui, mais vous avez l'impression que le gouvernement congolais, qui est le premier responsable de la gestion de tout ce qu'on peut avoir comme calamité ou catastrophe, vous pensez que le gouvernement congolais ne joue pas son rôle dans la gestion de tout ce qui est violation? Il ne joue pas, non, il ne joue pas son rôle. Et moi, je vais vous le dire pourquoi. Pourquoi? Et moi, je demande à M. Mende, il faut qu'il m'explique en quoi ça le gêne qu'on puisse qualifier, qu'on puisse dire aujourd'hui que la RDC, c'est la capitale mondiale du viol. Mais c'est quand même gênant pour un ministre qui représente le pays. Il déclare publiquement, voilà, mon pays, c'est la capitale mondiale du viol. D'accord. Moi, je vais m'expliquer. Oui, ça pose problème, justement. Ça pose problème, mais alors qu'il arrête d'être ministre. Parce que c'est sa responsabilité. Et cette phrase-là, moi, je la comprends comment? Je la comprends que quand on dit comme ça que la RDC, c'est la capitale mondiale du viol, c'est pour interpeller l'opinion internationale. C'est pour mobiliser la communauté internationale. Pour qu'il se charge, qu'il s'implique. Pour arrêter. Justement, c'est une tragédie. Vous n'avez pas l'impression que cette communauté internationale que vous évoquez, elle-même est impliquée de manière directe ou indirecte par rapport à ces viols des femmes? Comment est-ce qu'on peut aller encore interpeller les bourreaux, entre guillemets, de la chose, les interpeller dans le sens de les impliquer dans la solution? Bon, de toute façon, vous savez, monsieur, quand nous parlons de la communauté internationale, je crois qu'il y a à boire et à manger dans tout ça. Hein. Ce n'est pas, moi, je ne dirais pas que c'est tous les dirigeants du monde qui soutiennent le viol ou qui sont pour les viols. Et moi, je dis, si c'était cette communauté internationale-là qui remettait en cause le fait que la RDC soit un pays, ne soit pas la capitale mondiale du viol. Je pouvais le comprendre, que ce soit la communauté internationale, hein, ou un ministre, ou un dirigeant américain, ou européen même, qui puisse dire, mais non, vous exagérez. Je l'aurais compris. Mais que ce soit le ministre qui doit justement plaider cette cause-là. Parce que quand on entend les ministres, eux, ils ne savent rien gérer, hein. Ça doit être la MONUSCO qui doit les aider pour renforcer l'armée. Ça doit être c'est toujours ça. Mais alors, puisqu'ils ont besoin d'aide, mais moi j'aurais compris que M. Mende dise, ah oui, on est affligé par cette question-là, du viol. Allez dire à Denis Mukwege hein, que ce n'est pas vrai, que dire que la RDC c'est la capitale du viol, c'est comme si on dit une énormité.
moi, pour les victimes, je trouve que c'est ça n'a pas de nom. Je ne trouve même pas de nom pour qualifier ça. Il y a quelque chose de concret, mais comment interpréter d'ailleurs que pendant que Mende fait ses déclarations, évidemment, il y a quelque chose qui s'est passé à Béni. Nos frères de Béni étaient en train d'enterrer des femmes décapitées. C'est pour ça on y a vu la présence de Kobler. C'est pour ça que vous me voyez sur votre plateau aujourd'hui, si je suis en colère, c'est parce que non seulement c'est indécent, c'est du dédain que M. Mende a envers toutes ces femmes violées, mais en plus, il n'a pas la décence de se taire par rapport à cette question-là. Au moment où, parce que je rappelle quand même qu'il a fait cette déclaration le 22 octobre, oui, alors que les viols venaient de se passer, les massacres plutôt, venaient de se dérouler, à en croire le communiqué de la VSV, donc la voix des sans-voix, que tout le monde connaît, hein, tout Congolais connaît. Les massacres se sont passés le 15 octobre, un certain mercredi. Ça s'est passé parce que les 80 personnes dont on parle qui ont été massacrées, en fait, elles n'ont pas été en un jour ou en une heure. Il y a eu un premier lot de personnes qui ont été massacrées le 15 octobre. Et c'est ça que même la voix des sans-voix, l'ONG des droits de l'homme, ne comprend pas. Alors moi, je vais vous poser la question, où je vais interpeller M. Mende, qui est ministre, qui se dit ministre d'État, qui nous explique avec son gouvernement comment des groupes armés, comment ces gens-là peuvent avoir le temps d'arriver, de tuer à la machette, à la hache, d'avoir tout ce temps-là. Alors que l'armée congolaise, notre armée est censée être là, le FARDC. La MONUC, qui doit aussi nous expliquer par rapport à ça, qu'elle était présente. On doit nous expliquer. Je n'ai pas entendu le gouvernement faire un communiqué pour dire, voilà, les responsabilités seront demandées. Celui qui est commandant, je ne sais pas moi, c'est un monsieur qu'on appelle Mundos, ou je ne sais pas, qui est le commandant de cette partie-là, de Béni. Qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ça? Mais nous savons tous nous connaissons la suite en fait. Nous savons qu'il n'y aura jamais d'enquête, ou que les enquêtes, ça va s'arrêter à gouvernemental, j'entends. Parce que quand vous avez les organismes des droits de l'homme qui sont là, qui font leur travail, qui vont sortir des enquêtes, qui par après seront de toute façon démenties par M. Mende. C'est une honte pour vous, M. Mende. Je suis désolé. Je suis désolé que vous soyez là. Et moi, ça m'étonne. Vous savez, autre chose qui m'étonne. Quand il y a des massacres comme ça qui créent de l'émoi dans tous les pays, et même au-delà, ils n'ont même pas la décence ou même pas cette compassion-là d'organiser un hommage national. Est-ce que tous ces gens qui ont été tués juste parce que vous êtes là, vous imaginez un peu, nous sommes là, il y a des gens qui arrivent et qui nous égorgent, qui n'ont rien demandé que de vivre en paix. Ces gens-là n'ont pas mérité un hommage national. Ces gens-là n'ont pas mérité la compassion. Quand vous avez comme ça des événements qui se déroulent, et vous savez comment le gouvernement réagit? Non, nous avons maîtrisé ces ADF, je ne sais pas moi, les Nalou, les groupes armés donc, qui viennent de l'Ouganda. On les a maîtrisés, tout va bien. Vous avez le maire de Béni qui vous dit que nous maîtrisons la situation. On est où là? Mais comment on peut interpréter ce genre d'attitude? Je disais tout à l'heure que on a vu Martin Kobler être présent, mais on n'a pas Justement, quand lui, M. Mende, dans sa mise au point, il taxe Campbell de tous les mots. C'est celui qui est là pour assurer la mise sous tutelle de la RDC et consorts. Moi, je vous demande, monsieur le ministre, où étiez-vous lorsque Martin Kobler est allé à Béni pour consoler les victimes, les familles éplorées? Où étiez-vous? Où étiez-vous? Je vous pose la question. Aucun ministre d'État, s'il vous plaît. Aucun n'était présent. Il a fallu que ce soit Martin Kobler qui aille consoler les victimes. Moi, ça me choque de voir des images comme ça. Mais lorsque vous dites que Martin Kobler est allé consoler des victimes, n'est-ce pas aussi un peu une sorte de confusion que maintient la communauté internationale? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué la MONUSCO qui est dans cette région-là aussi et qui a aussi pour mission de sécuriser. Écoutez, c'est quand même... je ne suis pas...
il y a quand même un peu... Vous savez, je confusion. ne suis pas en train de vous dire que j'apprécie le fait que Martin Kobler soit allé. Même si la compassion, on peut la comprendre d'où qu'elle vienne. Ok? Mais je ne suis pas en train d'applaudir et de dire, voilà, Martin Kobler, il est tout bon, c'est bon. Je ne suis pas en train de dire ça. Moi, je suis juste en train de démontrer comment dire, un peu l'incompréhension. Comment vous tenez à votre... hein, ils tiennent beaucoup hein, à leur souveraineté, la souveraineté de la RDC. On ne veut pas de la mise sous tutelle. Mais lorsque vous laissez, vous êtes journaliste, je suis sûr que vous avez appris cette présence des soldats burundais sur notre territoire pendant plusieurs mois. Injustifié, oui. Injustifié. Et ça, c'est RFI, hein. Ce n'est pas moi qui le dis. RFI, confirmé par beaucoup de sources indépendantes. Même la société civile burundaise, s'il vous plaît, elle n'a pas arrêté d'alerter pour dire il y a des soldats burundais qui sont chez nous, qui sont au Congo, qui sont en train de former des jeunes burundais pour des milices, des choses comme ça. Et vous savez ce que Mende a dit? Je pense que ça ne peut pas vous étonner. Une fois de plus, il est passé Cocorico. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de soldats burundais chez nous. Mais on est où? Vous savez, hein, moi, je n'aime pas attaquer les gens sur le plan personnel. Je n'aime pas, puisque je ne voudrais pas qu'on le fasse à mon endroit. Mais quand je regarde notre ministre là, ce n'est même pas mon ministre à moi, le ministre Mende, puisqu'il veut, il se donne ce titre-là. Il est ministre des médias et consorts. Est-ce qu'il réfléchit avec tout ce qu'il fait? Parce que vous savez qu'il y a même un journaliste de TV5 pour ne pas le citer, qu'il appelle ministre du démenti. Alors moi je dis ceci. Est-ce que, M. Mende, est-ce que vous réfléchissez parfois à cette histoire, votre histoire que vous êtes en train d'écrire? Est-ce que vous réfléchissez, vous pensez à votre descendance, à l'histoire que vous lui laissez finalement? Parce que moi, je ne sais pas. Tout à l'heure, on laissera le temps, Maman Déborah, de pouvoir vraiment lancer un message directement à M. Mende. Mais je voudrais ici communiquer une déclaration du fameux Mende qui dit qu'en République démocratique du Congo, en matière des droits de l'homme, il y a des évolutions, en tout cas réelles et évidentes, qui ont été accomplies. Et là, je vous ai dit que je recevais Maman Déborah Nkoulou, qui est présidente de AV30. AV30, c'est quoi? C'est une association, en tout cas, pour essayer de dénoncer ce qui s'est passé avec des victimes du 30 décembre. Ce sont des membres de l'église de Mukungubila qui ont été massacrés, tout le monde le sait. Et M. Mende est revenu encore, n'est-ce pas, aux médias pour faire une communication. Maman Déborah, est-ce que vous vous souvenez de ce que Mende a dit et comment vous pouvez encore interpréter cela? Justement, lorsque moi je lis, j'entends M. Mende nous dire qu'en matière des droits de l'homme au Congo, il y a eu des avancées réelles et évidentes. Ok. Allez dire ça à tous ces gens, tous ces innocents qui meurent en prison, puisque manquant des soins adéquats, torturés. Vous avez dit, hein, je fais partie d'une association. Je ne dis pas ça en vain. Il y a un monsieur, on avait d'ailleurs sorti un communiqué, il y a 1 ou 2 mois de cela, monsieur Magloire, Mayembe Magloire, il est décédé après avoir été torturé des jours et des jours, après que sa mère ait demandé que le gouvernement les libère, parce que, de 1, M. Magloire n'était même pas partisan de Mukungubila. Il a été pris, en fait, après les événements du 30, comme ils ont été raflés des gens à gauche, à droite. Toi, tu avais parlé de Mukungubila, on te prend. Et c'est comme ça que ce monsieur-là a été arrêté à Lubumbashi, écroué à la prison de Kassapa pendant plusieurs mois, jusqu'à en mourir. S'il vous plaît. Un monsieur qui n'a rien à voir avec le prophète Mukungubila. Mais puisqu'il vivait dans le quartier, il est partisan, on l'a pris, il est
Et je peux vous donner des exemples comme ça. Et moi, donc, quand il vient comme ça, ce monsieur, dire qu'il y a des avancées en matière des droits de l'homme, vous avez vu dans quel état est sorti le pasteur Coutinho. Vous connaissez la situation préoccupante du point de vue médical de M. Diomi Ndongala et d'autres, de plusieurs autres, comment dire, anonymes que nous ne connaissons pas. Moi, je ne sais pas. Quand on voit ce qui s'est passé à Beni, la lenteur mais flagrante du gouvernement face à cette situation-là. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a eu ces gens-là. Où que vous soyez, la meilleure actualité congolaise est sur EDTV. Oui, voilà. Donc, je disais ceci. En parlant des massacres de Beni, Oui. On a été estomaqué par la lenteur avec laquelle le gouvernement a réagi. Que ce soit les forces de sécurité, la police, on n'a pas bien compris. On tue les gens le 15, on les massacre, mais de la manière la plus violente. Ces gens-là ont encore eu le temps de revenir le 17, d'en massacrer d'autres. Et d'autre part, j'ai remarqué lorsqu'il y a eu les massacres du 30 décembre, M. Mende est passé devant les médias, le dire tout fièrement, que la réaction a été prompte et directe. Prompte et directe en massacrant des centaines de personnes non armées, des civils non armés. Alors, quand il dit qu'il y a eu des avancées en matière des droits de l'homme, de quoi veut-il parler? De quoi veut-il nous parler? Parce que moi, je constate qu'en termes de... Parce que les droits de l'homme, on ne peut pas les dissocier de la lutte contre l'impunité. Vous savez? Et finalement, quel message le gouvernement nous renvoie à chaque fois? Quand il y a des viols, Mende nous avait dit une fois, oui, voilà. Je me rappelle une fois, il a déclaré au micro de RFI et de TV5, je m'excuse de citer ces médias-là, et il dit, voilà, quand nous accordons l'amnistie au M23, aux gens du M23, ce n'est pas pour des cas de viol. Donc les cas de viol, ils devront en répondre, puisque vous savez comme moi que le M23 a violé aussi, beaucoup, dans l'Est. Mais aujourd'hui, allez voir, hein, ce sont les gens du M23 qui bénéficient de ce pouvoir, qui sont promus à des hauts postes, et même M. Tango Fort. Vous connaissez son cas aussi, je ne vais pas le citer ici. Donc, ça nous indigne. Moi, je suis profondément indigné. Ouais, en tout cas, c'est très indignant. Mais nous allons conclure parce que nous sommes à bout de notre temps. Hein. Il y a une information qu'on a aussi reçue dernièrement. Vous savez, il y a des prêtres à Lodja qui ont été aussi attaqués, mais ils étaient attaqués par des membres du parti. Non, mais moi, je veux vous dire, vous savez, mais non, les droits de l'homme existent au Congo. Les droits de l'homme existent. Ça s'est porté bien. C'est pour ça qu'on peut, comme ça, entrer. Vous savez, l'église, on dit que c'est un sanctuaire. Hein? Oui. Quand on dit sanctuaire, ça veut dire quoi? Moi, du français que j'ai appris à l'école, un sanctuaire, on ne le viole pas. On n'agresse pas. Et l'église doit rester un sanctuaire. D'accord? Et quand ce sont des partisans d'un ministre d'État qui vont agresser, violer, moi, je ne comprends pas. Ok, nous avons passé un temps assez particulier avec maman Déborah. Je suis très en colère contre monsieur Mende. Qui a en tout cas beaucoup de choses à dire. Mais je crois que nous allons trouver encore un moment propice pour essayer d'aller en détail sur différentes questions techniques. En tout cas, par rapport à ça, je voudrais déjà lui laisser un dernier mot. Comme ça, nous conclurons notre émission. Un dernier mot, c'est en fait demander juste à toutes les femmes, hein, à toutes les femmes congolaises, de ne pas baisser les bras, de ne pas se fatiguer, hein, de vraiment se mobiliser, puisque vous avez bien compris que de ce gouvernement-là, représenté par celui qu'on appelle Joseph Kabila et consorts, on ne peut rien attendre de ces gens-là en matière de lutte contre le viol
et les violences et même les massacres. On ne peut rien attendre d'eux. Et donc, moi, je peux demander jusqu'aux Congolais de se... En fait, je pense que l'éveil est là. Hein? Maintenant, on se rend compte qu'on doit se mobiliser nous-mêmes. On doit... nous ne pouvons lutter que pour nous-mêmes, en fait. Parce que là, c'est comme si nous sommes... je me représente comme une maison où il y a un papa, une maman et des enfants. En fait, le gouvernement congolais, c'est vraiment ça qui me fait penser. Il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants. Il y a des voleurs qui entrent. Il y a des gens qui viennent tuer. Et puis le papa qui est toujours là. Mais non, ça va. Il n'y a rien. Arrête. Mais non, ça va aller. Et puis finalement, je crois qu'il va se retrouver seul. Alors que tout le monde est exterminé. Donc moi, je dis ceci. Que les femmes, et même au-delà des femmes, que tous les Congolais, en fait, qu'on se mobilise, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on soit plus déterminé que jamais à mettre fin à cela. Parce que moi, j'ai tout de même, avec ces tableaux sombres que je vous donne, j'ai tout de même de l'espoir. Je garde tout de même de l'espoir parce que je sais que ce pays-là, ce Congo-là, il ne va pas sombrer. D'accord? Okay. Même si aujourd'hui il est devenu comme un cimetière géant, non, il ne va pas sombrer. Ok, maman Déborah Koulou, voilà. Merci en tout cas. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Non, c'est nous, c'est un plaisir plutôt pour nous. Hein, maman Déborah Koulou a lancé un dernier message de mobilisation, hein, de pouvoir, un message de mutualisation des forces et un message d'espoir. Et sur ce, nous vous disons merci et à très bientôt.